Bienvenue, Mehdi El Fakir. Bienvenue. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et analyste économique. Alors, comme tous les jeudis, Mehdi El Fakir, on va faire avec vous un tour d'horizon de l'actualité économique qui est marqué par un remaniement ministériel attendu, imminent. On débattra des enjeux et des impacts du changement de cette architecture politique qu'on nous présente. On disait il y aura peut-être moins de ministres, moins de ministères, plus de secrétariat d'État, mais bref. Mais en tout cas, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir en termes d'impact direct et indirect sur l'économie nationale, avec en toile de fond la nécessité de redonner confiance pour relancer la machine économique par l'investissement. Le deuxième sujet que nous allons aborder et sur lequel nous allons débattre, c'est le projet de loi de finances 2020, parce que les choses se précisent. Dans moins d'un mois, il faut que ce projet de loi de finances 2020 soit déposé au Parlement, je crois le 20 octobre d'ailleurs. Absolument. Et en même temps, cette fois-ci, il y a aussi l'application d'une nouvelle réforme, celle de la fiscalité. Absolument. Donc voilà, donc il y a à la fois le contenu et le vote du projet de loi de finances 2020 et à la fois la loi de cadre sur la fiscalité qui doit commencer à être appliquée dès cette année, en tout cas dès 2020, dans le projet de loi de finances. Donc à quoi il faut s'attendre et est-ce que l'exécutif sera en capacité de relever, en tout cas le nouvel exécutif, de relever, un challenge à couteau suisse, en tout cas à risque. En tout cas, c'est un vrai challenge, un vrai défi. Et enfin, on annonce aussi une levée de fonds depuis plusieurs mois sur les marchés internationaux, les marchés boursiers. Enjeu de cette levée de fonds, au-delà du milliard ou du 2 milliards de dirhams, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le coût et surtout c'est quoi la finalité? Parce que les citoyennes et les citoyens marocains ont le droit de savoir ce qui va être fait, pourquoi c'est fait. En termes de, est-ce que c'est pour financer qui, quoi, on ne sait pas trop. Donc en tout cas, on essaiera d'en savoir un peu plus avec vous, Mehdi El Fakir. On démarre avec le remaniement ministériel, impact économique. Est-ce que ça va changer la donne en termes d'orientation économique ou pas selon vous? Au-delà des noms qui pourraient rejoindre l'exécutif, est-ce qu'il y a aussi une dimension et un enjeu économique? Écoutez, bien sûr que dans tout pays qui se veut émergent, le changement de l'establishment gouvernemental est toujours attendu. Il pourrait être porteur de signaux forts. Ce n'est pas uniquement le redimensionnement du gouvernement qui devrait intéresser les opérateurs économiques, mais c'est surtout l'architecture, le re-engineering du cabinet, du chef de gouvernement qui devrait également intéresser. Est-ce que nous allons rester sur la même architecture, tout en réduisant le nombre de ministres? Devrait y avoir vraiment des signaux forts, peut-être de création de départements, en tout cas le fusion de certains départements, vous savez... Sous forme de pôle, on dit, qu'il y aurait peut-être un peu des pôles comme ça qui seraient créés. Oui, non, et c'est surtout les synergies. Si vous vous rappelez de la création, bien sûr, du ministère du Tourisme et de l'aviation civile, c'était l'aviation civile et l'artisanat. Donc, parce que vraiment, il y a eu une liaison entre les trois composantes. Donc, il se peut que nous arrivons à cette, re-engineering ou cette architecture nouvelle. Mais le redimensionnement soi-même, non. Et surtout le choix des ministres qui pourraient être porteurs. C'est-à-dire là, d'un point de vue économique, c'est-à-dire pour le pilotage et pour relancer, pour mettre du carburant dans la machine économique, est-ce que vous considérez, vous, parce que l'idée fait son chemin, que c'est des technocrates qui vont être nommés en tout cas, à des fonctions essentiellement économiques? Tout dépendra, bien sûr, de ce qui pourrait être proposé. Mais bien sûr, si besoin de nommer des technocrates à des postes clés du gouvernement, là où les partis politiques n'arriveraient pas à capter des calibres, ça me semble être une nécessité. Pour vous, c'est une nécessité? Bien sûr que c'est une nécessité, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Nous allons certainement parler dans pas longtemps de la loi de finances. Oui. La marge de manœuvre étant limitée dans le temps. C'est-à-dire la marge de manœuvre budgétaire et financière. Budgétaire et financière, dans le temps, parce que le mandat du gouvernement devrait finir dans pas longtemps. Automne 2011. Bien sûr, autant de contraintes, il faut absolument, à un moment donné, choisir... Mehdi El Fakir, qu'est-ce qui peut changer dans les profils de celles et ceux qui pourraient prendre la gestion du ministère à caractère économique? Écoutez, à caractère économique, il faut donner des signaux forts. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que nous allons parler d'un remaniement tout en gardant la même politique économique, ou nous allons parler d'un remaniement avec un changement substantiel de politique économique? Bien sûr. C'est toute la différence. Pour vous, qu'est-ce qui serait important de faire pour à la fois redonner confiance et donc du coup relancer la machine? Changer le personnel politique aux fonctions économiques au sein de l'exécutif et réorienter la politique économique, ou dans un premier temps changer les profils et ensuite on verra ce qui pourrait être fait dans un second temps? Il faut les deux.
Il faut les deux. Parce que les signaux devraient être des signaux forts. Parce que l'opérateur économique aujourd'hui, il a besoin de reprendre et de retrouver cette confiance en l'économie marocaine. Donc il faut changer les profils, il faut changer les politiques. Et puis, lorsque j'ai dit les politiques, il y a deux types de politiques. Il y a des politiques à très court terme, donc c'est la politique de l'exécutif. Et puis aujourd'hui, tout le débat sur le modèle de développement. Parce qu'il y a une commission aussi qui va être créée. Mais bien sûr, c'est le long terme, le moyen long terme. Donc aujourd'hui, pour redonner confiance, il faut changer cette donne. Mais je ne suis pas du tout d'accord pour limiter vraiment le changement à des changements de profil. Si nous allons continuer les mêmes politiques qui ont prouvé que c'était des politiques qui sont limitées. Parce que pour l'instant, on est à ce stade-là. Selon les informations en tout cas qui circulent, c'est des négociations entre partis politiques existants, des recherches aussi, peut-être des castings, en tout cas de certains profils, mais à aucun moment il y a programme d'action ou d'orientation ou de cap économique. On est bien d'accord là-dessus. Mais je l'ai vu nulle part, je l'ai entendu nulle part. C'est même pas source de rumeur d'ailleurs. Oui, mais le changement souhaité et impulsé par Sa Majesté est clair. Parce que lorsqu'il est posé, il est demandé de capter et de nommer des compétences, c'est tout simplement pour changer la donne. Et le changement de la donne ne pourrait se faire que par un changement, ne serait-ce que relatif et limité, des politiques actuelles. Parce que, comme je l'ai bien dit, le discours de Sa Majesté était très clair, nous n'avons plus le droit aux erreurs, nous n'avons plus le droit à l'hésitation. Et qu'à un moment donné, cette marge... Donc, quand on dit aujourd'hui, on entend parler du fait que le ministère de l'Habitat, logement, parce que le secteur de l'immobilier est en difficulté, pourrait changer de tête. Je dis l'immobilier, je dis l'habitat parce que ça a été pendant très longtemps le moteur de croissance de notre modèle-là. Est-ce que là ça a du sens aussi de se dire voilà, on sort là, du coup, ce genre de ministère par exemple sera dirigé demain par un technocrate, par un expert dans le secteur de l'habitat et de l'immobilier pour relancer le secteur. Tout dépendrait des tractations en cours, tout dépendrait de ce que va proposer le chef de gouvernement. Mais il est clair aujourd'hui qu'un ministère, un département tel que celui de l'habitat, il a vraiment une importance multidimensionnelle, parce que c'est le développement spatial dans le sens le plus large du terme. C'est le territorial. Ce n'est pas un simple secteur, je parle de l'immobilier, de la promotion immobilière, qu'il va falloir encourager ou ne pas encourager. Mais il n'est pas tout seul non plus, il n'est pas isolé ce secteur-là. Il y a aussi le secteur bancaire, il y a tout un certain nombre aussi de secteurs qui sont concernés par l'habitat moteur. Mais attention, le secteur il est moteur sur le plan économique, mais aussi c'est un secteur moteur sur le plan sociétal. Et il ne faut pas oublier que dans pas longtemps, la carotte fiscale est limitée dans le temps pour l'habitat social, le logement social. Donc c'est un signe annonciateur d'un changement de copie chez l'exécutif pour ce que c'est que la démocratisation de l'accès au logement. Parce qu'il y a plusieurs dimensions qui sont de loin des dimensions économiques et fiscales. Hein. C'est réducteur. De ce fait-là, le changement, éventuellement, de ministre, je dis éventuellement pourrait, mais attention, même l'architecture actuelle du gouvernement pourrait changer. Est-ce qu'on va intégrer éventuellement au sein de ce ministère ou de ce département, d'autres attributions, d'autres affectations? C'est cette architecture, ce réingénierie du gouvernement qui devrait personnellement m'intéresser. Le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun, qui a été nommé il y a un peu plus d'un an, lui risque de rester, j'ai envie de dire. Tout dépendrait des tractations, en toute sincérité. Aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable éventuellement qu'on change aussi de ministre de l'économie et des finances, écoutez, selon vous? Non, mais tout dépendrait pour une raison simple. Les formations politiques, est-ce qu'il y aurait toujours la même architecture, la même configuration, les mêmes équipes? Je parle un petit peu des mêmes composantes. Mais si, par exemple, une formation politique déciderait de quitter, si c'est vraiment la formation de l'actuel ministre des Finances, ça devrait y aller. Vous vous rappelez bien sûr, lorsque Parti Istiqlal a décidé de quitter le gouvernement, il y avait un changement imminent du ministre des Finances. Ça pourrait... Était à l'époque Nizar Baraka. Voilà. Maintenant, si pour maintenir la même architecture, la même affectation et changer de ministre, ceci dépendrait du parti du ministre. Oui, surtout, en l'occurrence, c'est le dernier. Pourquoi je parle du ministre de l'économie et des finances? Parce que c'est celui censé, en tout cas, c'est l'artisan de l'élaboration du projet de loi de finances. Loi de finances, la réforme fiscale. La réforme fiscale, et donc voilà, c'est tout récent. Passer au deuxième sujet. Oui. Projet de loi de finances 2020. Oui, écoutez, changer de ministre des Finances pourrait être un signe d'instabilité gouvernementale. Il pourrait donner des signaux qui sont négatifs. Avec un coût politique, économique et financier, surtout lorsqu'on va aller sur les marchés internationaux pour lever de la dette. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, je veux dire, le message qu'on peut envoyer aussi à l'extérieur. Moi, j'estime que tout l'establishment du ministère des Finances aujourd'hui
il revêt une importance capitale parce que vraiment les grandes réformes ont commencé chez le ministère des Finances, en parlant de la réforme fiscale. Vous vous rappelez qu'il y a de cela un an, il n'y avait rien. Toutes les réformes. Il y a de cela un an, on ne parlait pas de la réforme de la fiscalité, on va en parler dans le cadre de la loi de finances, mais il n'y avait pas encore vraiment les assises de la fiscalité, la loi cadre. Donc moi, c'est capital de garder une certaine stabilité au niveau de l'équipe de l'establishment des finances, parce que c'est important pour maintenir cette confiance et donner des signaux forts. Restons sur la projet de loi de finances 2020. Donc, je disais tout à l'heure, si vous allez me confirmer, elle doit être déposée au Parlement avant le 20 octobre. Absolument, absolument. Donc, le compte à rebours a démarré. Oui. On est le 12 septembre. Oui. Donc, c'est dans 5 semaines. Absolument. À peu près. Donc, qu'est-ce qu'on sait, ou qu'est-ce que vous savez, ou qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer qu'il pourrait y avoir dans ce projet de loi de finances, si ce n'est ce que les propos de Saladin Othmani à la lumière de lorsqu'il a pris la parole au mois d'août, début août, c'était notre cadrage, en disant il y avait pas austérité budgétaire, mais en tout cas rigueur budgétaire. Les fonctionnaires, lorsque vous quittez votre bureau ou votre salle, vous éteignez la lumière, attention qu'il n'y ait pas le robinet qui coule, il faut faire des économies d'eau également, donc c'est économie, rigueur, entre rigueur et austérité budgétaire. Absolument, dans la mesure où la présentation du ministre des Finances et de l'Économie à l'occasion du bilan de l'exécution à mi-chemin de la loi de finances 2019, fin juillet, avec la note de cadrage du chef du gouvernement, ils sont annonciateurs, bien sûr, d'une rigueur budgétaire, d'une volonté d'améliorer la qualité de la gestion budgétaire. Est-ce que ça veut dire moins dépenser? Est-ce que ça veut dire moins... Enfin, rationalisation. Rationalisation, mais ça veut dire moins de dépenses publiques, moins d'investissements publics, ou le même niveau de dépenses publiques, avec un investissement public où il y a nécessité de mesurer sa rentabilité économique et son impact social. À la lecture de la restitution du chef de gouvernement, plutôt du ministre des Finances et de l'Économie, et puis la note de cadrage du chef de gouvernement, il y a une rationalisation plutôt qu'une réduction, parce que faire des coupes budgétaires, c'est très mauvais, d'autant plus que l'État, c'est toujours le premier donneur d'ordre. Donc l'État doit continuer à investir, doit continuer à être le premier, bien sûr, vraiment la source de commande. C'est indéniable et c'est important pour maintenir dans l'état actuel, avec le modèle actuel, la cadence économique et la dynamique économique et surtout la confiance au niveau de l'économie. Mais ce qui est recherché, c'est l'amélioration de la qualité de la dépense publique et l'amélioration de la qualité, en quelque sorte, et de la manière avec laquelle l'État devrait collecter ses ressources. Chasse au gaspillage de l'argent public. Oui, chasse au gaspillage et une meilleure synergie, une meilleure rationalisation et surtout des économies qui sont vraiment très très demandées. Et à mon avis, aller beaucoup plus sur des partenariats publics-privés aussi avec également. Cette loi, voilà, tout d'abord, ça permettra tout d'abord bien sûr de minimiser et de rationaliser les dépenses publiques et aussi de relancer la machine, de permettre à des opérateurs privés aussi également d'investir, d'investir, de se développer, de croître. Mais le plus important, on parle toujours de la loi de finances, il ne faut pas oublier que cette année, la nouveauté, c'est la loi 4 qui doit... C'est pour ça que j'allais justement basculer sur la loi cadre. Réforme, fiscalité, qu'est-ce qu'il peut y avoir selon vous, de nouveau, vu que vous qui suivez et qui connaissez parfaitement ce dossier? Il faut s'attendre à quoi concrètement? Hausse des impôts, élargissement des efforts, en fait, en tout cas des mesures incitatives pour élargir l'assiette, à la fois pour l'entreprise, les entreprises et pour les particuliers? Vous vous rappelez, lors des assises de la fiscalité, la loi cadre qui a été promise est censée cadrer la politique fiscale pendant 5 ans. Oui. De ce fait, le préalable des mesures fiscales de la loi de finances 2020 est une loi cadre qui devrait nous préciser la feuille de route fiscale pendant 5 ans. Quelle est la politique de l'État? C'est ça la nouveauté pour la loi de finances 2020. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Mais en 2020, il faut s'attendre à quoi? Justement. Est-ce que le fait de la fragilité, les changements de gouvernement, on va se retrouver à 2 ans des élections législatives de 2021, est-ce que le gros, j'ai envie de dire, le plus important, et on sait où est-ce qu'il va passer en 2020-2021, ou ce sera ceux qui seront aux responsabilités en 2021 qui devront gérer la patate chaude? À mon avis, la loi cadre fiscale, elle avait pour objectif de minimiser la pression politique sur la loi de finances, qui est liée bien sûr au fait que c'est une loi qui est annuelle, même si sur le plan bien sûr de l'organique des finances, il est prévu que la loi de finances soit triennale. C'est-à-dire se fixer sur une politique, quelle que soit la composition gouvernementale. C'est de s'engager à travers une loi pendant 5 ans sur une feuille de route et limiter les effets. Peu importe le ministre de l'économie et des finances, peu importe le gouvernement, peu importe le gouvernement. Mais bien sûr, parce qu'il faut limiter les effets pervers de l'instabilité fiscale, entre autres. C'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai une loi qui va cadrer pendant 5 ans, j'ai une idée sur
les déficits fiscaux pendant 5 ans? Comment je vais l'entretenir? On ne connaît pas la philosophie. Est-ce que c'est plus fiscaliser beaucoup plus le capital? Est-ce que c'est soulager un peu plus la fiscalité sur le travail, sur les revenus et sur la classe moyenne? Je crois que c'est là, une voilà, on ne sait pas trop, en fait. Non. Au-delà des tentatives de vouloir élargir l'assiette, mais la philosophie globale, vous voyez ce que je veux dire? Non, la philosophie globale, c'est Ouais. que il est clair que la logique fiscale, c'est plus une logique comptable et budgétaire. C'est une logique économique et sociétale, dans la mesure où la fiscalité est perçue comme étant un levier économique et sociétal. C'est-à-dire, si je dois imaginer la fiscalité, c'est comme étant un levier économique, pas pour augmenter et améliorer les recettes de l'État uniquement. Donc être là au service de l'économie. Bien sûr, Donc et au de la service- société. Et de la société. de certains secteurs d'activité. Et de la société aussi, et au niveau aussi pour permettre d'améliorer le climat général des affaires, c'est vrai, mais également de permettre de relancer la croissance, de relancer la consommation, de permettre un petit peu également d'améliorer le niveau de vie des Marocains Ça veut dire et de qu'aujourd'hui, limiter la pression fiscale. J'ai la consommation qui est plombée. Ça veut dire quoi? J'allège la TVA? J'allège, voilà. Est-ce qu'on peut partir là-dessus, par exemple, sur, Oui, selon vous, est-ce que c'est une crédible? orientation. Allègement de la TVA, plus de consommation, mais est-ce que pour autant, je ne prends pas le risque, moi, en tant qu'État, d'avoir moins de recettes fiscales Mais en matière de rentrée? Non, je ne crois pas que c'est TVA. c'est pas un raisonnement qui est mécanique. Aujourd'hui, c'est des équilibres à maintenir. C'est un travail d'équilibriste. Il faut comprendre l'establishment et l'État. L'État aujourd'hui ne peut pas donner directement des incitations fiscales. Si vous vous rappelez, au niveau des recommandations des assises de la fiscalité, ils ont subordonné les incitations fiscales à des évaluations a priori et des évaluations a posteriori. Et à de l'élargissement, bien c'est-à-dire sûr. plus de cotisants. Bien sûr, et à dire d'experts, c'est-à-dire par des mécanismes qui sont indépendants. Donc, la fiscalité perçue comme étant un levier permettrait des mesures audacieuses, c'est vrai, mais également, il ne faut pas oublier qu'il faut maintenir un certain équilibre dont dépend la confiance en l'État, dont dépend la souveraineté économique. Nous allons parler dans pas longtemps de la dette. Il ne faut pas oublier que le défaut de paiement engendrerait un pass numéro 2. Et c'est-à-dire, nous allons perdre notre souveraineté. Donc, nous avons besoin, en tant qu'État... D'où la gymnastique, en fait, aujourd'hui, entre projet de loi de finances 2020. Oui. Ce que vous avez dit, loi cadre. La loi cadre. Réforme la fiscalité. Bien sûr, pendant avec 5 ce ans. remaniement ministériel politique, c'est-à-dire peut-être Et éventuellement des technocrates. changements au niveau de l'establishment administratif, parce que Sa Majesté, c'est ce qu'il a impulsé. Pas uniquement Donc là, dans le c'est- poste là, gouvernemental, mais au c'est le niveau vrai, administratif. c'est le vrai big rendez-vous, en fait. Ben oui, aujourd'hui, c'est un À la big fois bang. politiquement, à la fois économiquement. Bien sûr, bien sûr. Les jours qui vont suivre sont des jours qui sont décisifs. Les décisions qui vont être prises dans les mois qui suivent sont des décisions qui sont décisives à tous les plans, à tous les niveaux. De ce fait-là, toute décision se doit d'être bien réfléchie, bien cadrée. Et de plus en plus, nous sommes sur une logique à long terme, à très long terme. Je viens de parler de l'exemple de la fiscalité, où nous sommes devant une loi cadre qui devrait cadrer la fiscalité pendant 5 ans, mais nous sommes également devant un nouveau modèle de développement qui devrait cadrer notre économie, notre société, notre pays pendant peut-être au moins une génération, au moins. Donc il va falloir trancher cette fois-ci pour avoir ou un modèle économique basé sur l'offre ou un modèle économique basé sur la demande. Parce Oui, que celui de cet sur angle. lequel on est sur De cet mi-offre, mi-demande, on a vu qu'en fait c'était pas Ça, pas c'est ce dans qui le- ça, c'est permettait dans- de créer suffisamment de richesses. Sur le plan purement économique, mais aujourd'hui, un modèle de développement économique, un modèle de développement d'une nation est un modèle multidimensionnel. Il y a l'économique, mais il y a le sociétal, il y a l'institutionnel, il y a un peu Ça de touche tout. un petit peu à tout. En tout cas, pour le modèle de développement, il faudra aussi, c'est comme les réformes, il faut de l'argent. Bien sûr. Voilà. Là, aujourd'hui, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, avant ou après le remaniement, ça, je ne sais pas, je pense que ce sera après, le Maroc va revenir 4 ans après sur les marchés internationaux pour lever lever des sous. Oui. Marché boursier, voilà. Donc, quelque part, sans être dans la schématique, vendre de la dette Maroc. Oui. C'est ça, en fait. Oui, oui. Voilà. Alors aujourd'hui, Ça, c'était prévu. C'est C'était pas une prévu. nouveauté, c'est pas une information, c'est pas un scoop. Non, mais c'était prévu il y a cela plus d'un an. Voilà, Parce tout que à ça a fait, été mais- annoncé en septembre 2018, de mémoire, par le gouverneur de la Banque Banque centrale, Marocaine, qui a été ouais. qui avait recommandé, Tout à fait. qui a émis une recommandation à l'exécutif, parce que la politique monétaire étant de l'apanage et de l'essor De la de Banque cette centrale. institution, voilà, et pour maintenir les équilibres économiques, C'est important ce que vous dites d'ailleurs, parce que Oui. très souvent dans certains esprits, on se mélange un peu les pinceaux. La politique budgétaire, Oui. c'est le gouvernement, c'est l'exécutif, et la politique monétaire, c'est Banque Marocaine, c'est la Banque centrale. absolument, Voilà. c'est la politique monétaire. Alors, la politique monétaire dont dépend la stabilité de la monnaie et de facto la stabilité de l'économie. Donc, il a été recommandé depuis plus d'un an, pratiquement un an, à l'exécutif, bien sûr, de recourir à l'endettement. Mais pourquoi l'endettement? C'est je parle d'un point de vue technique. Oui.
pas politique, Oui. pour maintenir un équilibre ou pour maintenir Macro. les équilibres et entretenir bien sûr les équilibres macroéconomiques qui sont très importants pour maintenir la souveraineté économique. Donc, du moment que le modèle actuel ne permet pas à l'État d'avoir assez d'argent, d'avoir suffisamment de moyens financiers, au-delà bien sûr il faut compléter par l'endettement. Et de devises pour financer aussi les produits importés, l'importation. Produits bien sûr, mais surtout pour maintenir bien sûr à un niveau donné et pour entretenir la réforme actuelle de la flexibilité, pour encourager d'aller un pas en avant. Et effectivement, vous l'avez si bien dit, pour maintenir bien sûr des niveaux confortables en matière d'approvisionnement. C'est 20 milliards de dollars de factures d'importation, mais simplement là-dessus, quand on voit certains écrits dire, ou des personnes plus ou moins expertes, dire toutes les conditions sont réunies pour que le Maroc puisse aller sur les marchés internationaux et lever 1 milliard de dollars ou 1 milliard d'euros en euros ou en dollars, c'est-à-dire 10, 11 milliards de dirhams ou 20 ou 21 milliards de dirhams. Vous en pensez quoi, vous? Par condition, on entend les conditions techniques. Le Maroc est un pays stable, jouissant de la confiance des bailleurs de fonds à l'international. Donc le Maroc devrait bien négocier par rapport à un contexte international. C'est quoi bien négocier? Quand vous dites bien négocier, c'est les taux d'intérêt. Entre autres. Voilà. Entre autres. Voilà. Entre autres. En termes de conditions, la durée. Mais bien sûr, la durée, les différés. Mais bien sûr, la durée, les différés, l'affectation, les garanties. Tout ceci sont des conditions qui sont techniques. Mais surtout, ce qui est important, c'est le spread de risque. Ce que vous avez parlé tout à l'heure de 4, oui. C'est-à-dire que ça devrait coûter énormément moins cher que la dernière sortie. En 2015. Bien sûr. On était à 4,5. Enfin, en 2015, de mémoire, c'était un peu plus. Aujourd'hui, lorsque vous dites 4,5, est-ce que 4,5, y compris la prime de risque, le spread de risque, le spread de risque ou la prime de risque, c'est toujours énorme lorsqu'on parle de deux choses. D'un pays risqué ou d'un contexte risqué. Aujourd'hui, à l'international, vous savez, avec le Brexit, qui n'a pas encore été tranché, avec la guerre, les tensions au Moyen-Orient, avec la guerre commerciale avec la Chine, le marché international, il est sur ses gardes. Il est vraiment sur ses gardes. Donc, personne n'investirait ou devrait vraiment s'aventurer dans un investissement même souverain. Et même pour un pays tel que le Maroc, qui est censé être un peu loin des zones de conflit ou loin de ces tensions. Mais cela n'empêcherait que le Maroc aujourd'hui, il a un positionnement technique et politico-souverain, je dirais, intéressant pour pouvoir... Ça veut dire que, selon vous, on va emprunter un taux d'intérêt entre 4 et 4,5 autour de 4. Tout dépendrait. Non, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur les marchés internationaux. Oui, peut-être qu'il y aurait... Certains économistes disent, attention, parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais c'est aussi symptomatique d'une nouvelle crise. Oui, mais est-ce qu'il y a de l'appétit? C'est aussi symptomatique d'un changement de modèle économique. Est-ce qu'il y a de l'appétit? C'est aussi simple. Je peux avoir beaucoup d'argent, mais ne pas investir parce qu'il n'y a pas de l'appétit. Il n'y a pas assez d'investissements ou de placements qui sont intéressants. Non, mais ce critère de l'abondance d'argent ne veut rien dire, à mon sens. Il faut absolument que ce soit un investissement qui est important. Donc, pour les dettes souveraines, pour du papier souverain, il faut absolument que ce soit un pays qui est stable, qui est prometteur, qui ait de bonnes perspectives. Quand on passe en revue les pays, parce que tous les pays d'Allemagne, je crois un pays comme la France qu'on connaît bien, empruntent annuellement entre 200 et 300 milliards d'euros. Mais les fondements... On va lire sur les fondements, simplement de se dire, voilà, aujourd'hui la France emprunte à moins 0, un taux négatif sur 10 ans. L'Espagne qui, il y a 10 ans, était en crise profonde, emprunte aussi à taux négatif. Voilà, c'est à moins 0,20. Et nous, on emprunte à 4 ? Oui, bien sûr, pour une raison simple, c'est que les fondamentaux économiques sont différents. Le positionnement souverain est différent. Le positionnement économique est différent. Il y a plein. Et puis attention, vous me parlez de pays qui font partie du club. C'est-à-dire de l'Union européenne, de l'Europe, d'un bloc de 450 millions de consommateurs. Les investisseurs sont là-bas. Donc ces pays, avant tout, le point de départ et la base de départ, c'est bien ces pays. Mais nous, on n'a pas la possibilité, la chance, entre guillemets, puisqu'on est contraint de contracter un emprunt, d'avoir un taux un peu moins élevé que le... Voilà pourquoi j'ai dit le spread de risque. Oui, il faut être plus prometteur, il faut être un peu mieux positionné, et un peu de tout. En fait, pour bien vendre de la dette de son pays, il faut déjà être en capacité de bien vendre son pays. Bien sûr. Et attention, vous savez que parfois, prenez le cas de la Turquie qui a réussi un petit peu à se débarrasser de son endettement parce que c'était prometteur, les fondamentaux économiques étaient bien. Aujourd'hui, j'espère que cet endettement ne va pas être chronique. Je ne veux pas qu'il soit structurel, cet endettement. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, avoir la possibilité et l'occasion et la chance de rembourser nos dettes et de notre côté, prêter de l'argent. Tout est possible. Mais c'est intéressant que vous parliez de ça, parce qu'il y a un pays dans le monde aujourd'hui qui est en train, qui a
atteint quasiment son désendettement global. C'est la Russie. Oui, bah, la Russie, mais aussi la Turquie. Ils sont à 1,4% de PIB d'endettement. Oui. Et l'objectif, là, c'est dans les prochaines semaines d'atteindre 0. Mais vous savez, la Fédération de Russie regarde ses fondamentaux économiques monstre et énorme, c'est tout à fait, il a tous les ingrédients pour se débarrasser de cet endettement, parce que c'est un pays qui est créateur de richesse, qui a des atouts sur le plan économique qui sont énormes. Tout dépend de notre modèle de développement, parce que ce modèle devrait permettre de doper la croissance, doper les recettes, et doper en quelque sorte les capacités de l'État à réaliser ce sursaut. Quitte à le faire en ayant recours aujourd'hui dans un premier temps. L'endettement en soi-même, ce n'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est la gestion de l'endettement. Si aujourd'hui, on me dit que j'ai un endettement, que je suis endetté, moi je vais me poser la question, est-ce que cette dette est soutenable ou pas ? Est-ce que la gestion de cette dette est optimale ou pas ? 84% du PIB, est-ce que c'est soutenable chez nous ? Aujourd'hui, quand on a 225 milliards dirhams de recettes fiscales. Aujourd'hui, non. Si on prend juste ces chiffres-là. La preuve, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, lorsque le recours à l'endettement est un recours qui est chronique, structurel, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a absolument un problème. C'est que nous n'arrivons pas à produire assez pour pouvoir rembourser nos dettes. Donc, il faut changer le modèle. Maintenant, l'endettement en soi-même, je le redis, ce n'est pas un problème. En soi-même, à condition de bien le gérer, de mieux le gérer, et surtout, qu'il ne soit pas chronique et qu'il ne soit pas structurel, et qu'il soit orienté vers une activité, vers l'investissement, ce qui est le cas, parce que c'est prévu par la loi organique des finances, mais qui permettrait cette impulsion, d'impulser l'économie, pour permettre de créer cette richesse et cette croissance. Ce n'est pas un endettement pour l'endettement. Voilà. C'est un bon endettement. Et juste pour finir, parce que c'est l'actualité, un nouvel impôt indirect pour financer les... Vous avez vu, malheureusement, on n'a pas été épargné aussi par les changements climatiques. Oui. Ce qui s'est passé à Émile, mais surtout ce qui s'est passé à Taroudant. Absolument. Voilà. Écoutez, c'est une manière pour d'actualité, voilà, taxe parafiscale pour... parce qu'il faut financer, il faut accompagner aussi les endroits, les villages qui ont été impactés par le climat, où il y a des dégâts parfois considérables. Il y a eu des drames humains, parce qu'il y a eu des décès, beaucoup trop d'ailleurs. C'est important. Sur le plan technique, c'est très bien que l'exécutif et que le Maroc puisse avoir une vision risk management. Une vraie vision où le Maroc dispose d'une cartographie de ses risques. Pour éviter que sur le plan budgétaire, on soit toujours sur une gestion par l'exception, parce que vous savez que les catastrophes naturelles coûtent énormément, il faudrait avoir un coussin de sécurité. Et pour l'avoir, il faut créer cette taxe parafiscale pour disposer des recettes budgétaires nécessaires pour parer aux effets négatifs de ces catastrophes. Sauf que c'est un impôt supplémentaire qui va peser sur les portefeuilles et les porte-monnaies des ménages et des Marocains dans une période où il y a une détérioration du pouvoir d'achat qui plombe notre modèle aussi. Il faut attendre le texte. Il faut attendre le texte. Il faut attendre le texte qui va vraiment régir, parce que le texte va expliquer la recette et les sources. Nous n'avons pas encore d'éléments qui sont... maintenant, il y a justement des informations, mais qui n'ont toujours pas été confirmées. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il faut absolument une telle taxe. Il faut absolument une telle source pour laisser en paix le budget de l'État. Il ne faut pas le secouer. Imaginez qu'aujourd'hui, si vous gérez un budget et que vous ayez une sécheresse, une exception, ça va impacter votre budget. Donc, c'est-à-dire que ce qui a été la planification budgétaire initialement prévue va être impacté, il ne va pas être exécuté. Ça, c'est une source de perturbation. Pouvoir disposer d'une recette ou d'un budget d'exception. Regardez, pour certains pays, il y a même des ministères de catastrophes et vraiment de situations d'alerte. Ça existe en Russie, ça existe un peu partout. C'est-à-dire qu'il faut disposer d'un mécanisme d'exception qui permettrait de gérer les exceptions et de gérer les risques et laisser bien sûr la gestion budgétaire courante en paix. Et la preuve, c'est ce que vous venez de voir. Parce qu'aujourd'hui, pour les cas d'espèces, tout d'abord, il faut indemniser les victimes. Il faut indemniser les victimes parce qu'il y a eu des morts, primo. Il y a également un souci. Des dégâts importants aussi. Des dégâts sur le plan, bien sûr, infrastructure. Il ne faut pas oublier la mobilisation de la force publique pour qu'ils puissent vraiment faire face. Tout ceci, c'est des dépenses exceptionnelles. Comment va-t-on les comptabiliser avec un budget qui a été... il faut arriver à les financer. Bien sûr, il faut arriver à les financer. Donc, ce coup, et là, du coup, c'est la solidarité nationale qui doit être mise en contribution et qui va être mise en contribution. Et moi, j'appelle ça un coussin de sécurité budgétaire.
Donc vous applaudissez, vous saluez. Mais bien sûr que Et vous j'applaudis. dites à tous les Marocains qui sont réticents de dire ouais, nous colle un Non, nouvel non, impôt non. indirect. Non. Écoutez, les Marocaines et les Marocains sont assez intelligents pour comprendre le pourquoi de la chose. Ceci permettrait de sécuriser le budget de l'État et d'éviter les perturbations et d'éviter les effets très négatifs d'une gestion par l'exception. Parce qu'aujourd'hui, le malheur du Maroc, il faut le dire en toute sincérité, c'est cette gestion par exception. On est toujours sur des termes tels que l'accélération, exceptionnel, non courant, urgent, l'urgence. Non mais attendez, nous ne pouvons pas gérer, nous ne pouvons pas construire dans l'urgence. C'est-à-dire Nous que- ne pouvons pas gérer dans l'exceptionnel. En fait, en clair, c'est prévoir l'imprévisible. Bien sûr. Et Enfin, et- prévoir la prévision, c'est jamais possible, mais le risque zéro, c'est jamais, ça existe limite. jamais. Mais il y a ce qui existe. Il y a toute une discipline qui s'appelle risque management. Cartographier les risques, les quantifier, prévoir des cotations, prévoir un plan d'action pour faire face à chaque risque, c'est quelque chose qui existe. Tous les pays au monde y arrivent. Prenons le cas du Japon. Le Japon, depuis les années 60, il a initié une politique budgétaire tendant à créer des provisions. Aujourd'hui, au Japon, zéro impact. C'est un pays qui aussi où le risque Oui. de tremblement de terre, de Les séisme zéro est impact. extrêmement important. Alors, zéro impact budgétaire des tremblements de terre, parce qu'il y a un coussin de sécurité. Il y a un fonds costaud qui a été entre... Sachant que nous, aujourd'hui, on découvre qu'on a une exposition extrêmement forte à des changements climatiques. Bien sûr, et qu'il Avec va falloir riposter en commençant par le coussin. Mais il faut une cartographie des risques. Et il faut également des instances En tout cas, publiques. on voit bien que le nouvel exécutif, quel qu'il soit, composé de politiques, de technocrates ou de politico-technocrates, a du pain sur la planche. Et puis oui, mais j'insiste, Rachid, Oui. sur le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un redimensionnement, ce n'est pas un changement uniquement, même un changement de profil. Ce n'est pas un changement de tête, mais je suis désolé, c'est vraiment un changement profond. Hein, et c'est ça ce qu'il faudrait donner, parce que tout le monde attend ce nouvel exécutif. Et si cette composition n'est pas porteuse de signaux forts, rien malheureusement ne devrait changer sur le rendement gouvernemental. Merci en tout cas, Mehdi El Fakir. en Merci prie. beaucoup pour cet éclairage. Et je vous souhaite une belle journée. Oui, à vous également. Merci. Merci.